Ouais, mais j'avais une petite question. On en a parlé un petit peu cet après-midi au local. Il y a des cercles de réflexion proudhoniens qui récupèrent l'héritage intellectuel de Proudhon, enfin, pas sur des bases sociales ni progressistes. Enfin, quels arguments ils ont en fait pour reprendre des idées de Proudhon alors que ce sont des organisations satellites de l'extrême droite en fait. Bon, alors, ça c'est une très très vieille question, puisque les tentatives de récupération de Proudhon par l'extrême droite ne datent pas d'hier. Ouais. Loin de là, et on peut les faire remonter, je ne dis pas à l'époque même de Proudhon, mais en tout cas, on peut détacher de Proudhon telle ou telle affirmation et les monter en épingle pour lui servir à la limite le contraire de ce qu'il voulait dire. Bon. Très concrètement, il y a eu une première tentative véritable de récupérer dans un sens d'extrême droite, hein, une nouvelle fois pour simplifier, parce que c'est une terminologie qui n'existait pas à l'époque, c'était au moment de l'Action française, par disons, des dissidents de l'Action française, en particulier Georges Valois et Édouard Berthe, qui venait du syndicaliste révolutionnaire et qui était un disciple de Georges Sorel, qui ont créé le Cercle Proudhon, dans lequel ils ont essayé de réaliser une espèce de fusion de l'apport maurassien et de l'apport proudhonien, d'une manière délibérée, hein, pour essayer de créer quelque chose de nouveau à part. Au cours des années 70-80, ces thèses ont été longtemps discutées par un historien israélien qui s'appelait Zev Sternel, qui voyait dans cette démarche de fusion carrément l'origine française du fascisme. Bon. À l'époque, j'étais jeune, donc on n'arrêtait pas d'écrire, de répondre du point de vue historique à ces interprétations-là. En fait, il y a eu ces tentatives, mais ces tentatives n'ont débouché vraiment sur pas grand-chose. Ensuite, périodiquement, à partir de cette époque, il peut y avoir eu tel ou tel auteur qui a écrit tel ouvrage en disant oui, c'est Proudhon national-socialiste, ou des choses comme ça. Mais en réalité, les possibilités de s'annexer Proudhon sont très très limitées. Et même chez Maurras, et il le dit, si on lit effectivement, si on va aux sources, si on lit par exemple les cahiers du cercle Proudhon, Maurras dit textuellement, son chaos, le chaos c'est celui de Proudhon, ne saurait faire loi parmi nous. Ce qui nous intéresse, c'est par exemple chez Proudhon la critique de la démocratie représentative. Proudhon a des formules saignantes. Les Maurassiens les royalistes sont contre la démocratie représentative. C'est tentant de prendre telle ou telle formule et dire regardez, Proudhon lui-même l'a dit. Bon. Ensuite, donc c'est cette dimension, on dit antidémocratique. Je ne suis pas d'accord là-dessus. J'ai écrit des choses là-dessus. Disons, ça critique la démocratie représentative. Bon. Ensuite, il y a chez Proudhon tout un tas d'affirmations par moment qui sont détachées du contexte, qui peuvent laisser croire que, par exemple, la question de savoir est-ce que Proudhon était nationaliste, oui ou non. Donc est-ce qu'on peut trouver chez Proudhon des éléments qui peuvent être interprétés dans ce sens-là. J'ai moi-même rédigé un texte sur anarchisme et nation chez Proudhon et Pisacane, où, en creusant, on peut trouver des éléments, entre guillemets, non pas nationalistes, mais qui n'excluent pas l'existence de la nation. Chez Pisacane, c'est le seul anarchiste qui est à la fois nationaliste et anarchiste. Donc c'est pour ça que je voulais faire le rapprochement entre les deux, en sachant que Pisacane se réclame explicitement de Proudhon, mais pas du tout sur la question nationale, puisque Pisacane était anti-français. Bon, donc c'est pas du tout là-dessus. Donc on peut, en creusant, essayer d'établir un parallèle, mais il n'y a pas chez Proudhon, on a beau tourner autour du pot, si vous voulez, il n'y a pas chez Proudhon une conception de défense de la nation en tant que telle. Donc,
faire de Proudhon un socialiste national, pareil, c'est une erreur. Ce que moi j'ai essayé de faire dans ce travail de recherche, c'est d'essayer de montrer comment, à différentes époques, Proudhon peut penser le fait national et comment il cherche aussi à pouvoir le dépasser. C'est-à-dire que ça, c'est une chose, une démarche. On peut constater qu'il y a une nation française. À partir de là, vous pouvez essayer de vous poser la question de savoir quels sont les éléments qui peuvent être viables ou pas. Par exemple, dans la situation actuelle vis-à-vis de la mondialisation. C'est pas parce que vous faites ça que vous estimez que le cadre national, voilà, le cadre national est forcément le cadre indépassable. Parce que chez Proudhon, contrairement à Pisacane, il y a toujours l'affirmation de la nécessité d'un objectif de type cosmopolite, mais qui peut effectivement varier au cas par cas, dans chaque situation. Mais par rapport à ça, ça ne fait pas, si on veut vraiment faire une démarche compréhensive, d'historien, etc., tout ça, ça ne fait pas, ça ne donne pas la possibilité d'annexer par des nationalistes Proudhon. Ce n'est pas possible. Et d'ailleurs, ils ne le font pas. Parce que le troisième élément qui est mobilisé pour essayer de ramener Proudhon, c'est la défense que Proudhon peut faire de la propriété à la fin de sa vie. Seulement, la défense que Proudhon fait de la propriété à la fin de sa vie n'est pas très différente de la critique qu'il faisait de la propriété au début de sa carrière. Et au fait, en réalité, si vous défendez la propriété privée, si vous dites que Proudhon a un cadre national et que Proudhon était antidémocratique, si vous vous limitez à dire ça, tant d'essayer de savoir pourquoi, comment, ça fait trois éléments qui peuvent alimenter si vous voulez, tout un tas de tentatives de récupération. Mais quand vous allez creuser derrière, qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a vraiment pas grand-chose. Par exemple, parce que sur le problème, Proudhon n'était pas du tout contre la démocratie, au sens, ça dépend de ce qu'on met derrière le mot démocratie, c'est pour ça que j'insiste bien sur cette dimension contre la démocratie représentative, un système de représentation, et pour bien montrer qu'il ne s'agit pas de la même chose, et que d'ailleurs Proudhon n'était même pas contre le suffrage universel, au contraire. Moi j'ai rédigé des études sur les anarchistes et la République, et en particulier sur Proudhon et la République, dans lequel je montre tout l'attachement de Proudhon au principe de la Révolution française, à tel point que lui, il écrit que dans la justice, dans la Révolution et dans l'Église, que ces idées, ce n'est qu'une généralisation, formalisation des principes des droits de l'homme, tels qu'ils sont affirmés dans la Révolution française. Et il écrit 2000 pages là-dessus. Vous voyez ce que je veux dire? Mais si Proudhon est républicain, si Proudhon ne fait que le commentaire des immortels principes de 89, qu'est-ce qu'il vient de faire Maurras dans cette histoire? Oui, c'est bon. Au lieu d'argoter pour savoir si telle ou telle phrase de Proudhon, détachée du contexte, illustre le vrai Proudhon ou le Proudhon caché, etc., moi j'ai répondu, si vous voulez, à ce genre de tentative de récupération en montrant la dimension républicaine de Proudhon et l'attachement de Proudhon, que d'ailleurs qu'on retrouve chez la plupart des anarchistes, même si c'est un attachement aujourd'hui réfulé. Donc il y a une république des anarchistes, de la même manière qu'il y a une république de Proudhon, qui conduit, et qui a conduit historiquement, dans des conditions de crise relativement importantes, les anarchistes à soutenir les forces républicaines, le bloc républicain, même si ce bloc républicain venait d'emprisonner, de tuer les anarchistes. C'est comme ça. Et donc, comment expliquer ce comportement qui peut paraître comme étant contradictoire? Mais tout simplement par l'existence, pour moi c'est fondamental, de racines communes. Les anarchistes, comme je l'ai indiqué, ce n'est le prolongement de la Révolution française, et non pas la négation de la Révolution française, et c'est pas moi qui le dis, c'est Kropotkin, quand même, et c'est Proudhon lui-même. Et là, il n'y a pas une phrase ou deux phrases, c'est des bouquins de centaines de pages dans lesquelles Proudhon le réclame et affirme ça. Je suis sans culotte. J'ai longtemps cherché ma tradition politique et enfin j'ai découvert, je suis sans culotte. Voilà. Bon. Et vas-y que je déclare.
mon texte, ce n'est qu'un commentaire de la Déclaration des droits de l'homme. Alors, déjà, mon texte, c'est la Déclaration des droits de l'homme. Déclaration des droits de l'homme, vous faites crever une deuxième fois Maurras dans sa tombe. Je veux dire, bon, voilà, c'est tout. Donc, disons, l'antidémocratisme ou sa conception essentialiste de certaines formes de la nation, etc., à partir de textes que lui-même il n'a pas publiés, ça reste vraiment du pipi de chat, je veux dire, par rapport à ce qui fait quand même la force et la démarche proudhonienne. Ce qui n'exclut pas aussi que Proudhon peut s'être contredit en fonction des époques, etc. Ça, c'est encore autre chose. Et sur le plan économique, la pensée de Proudhon, mutualiste, en fait, il se disait mutualiste, hein, tu disais tout à l'heure. Est-ce qu'il n'y a pas eu des tentatives de la récupérer par ces groupes d'extrême droite avec le corporatisme, leur organisation économique de la société qu'ils appellent le corporatisme? Est-ce qu'il n'y a pas des passerelles possibles? Est-ce qu'ils n'ont pas utilisé des possibles passerelles de ce point de vue-là? Alors, une nouvelle fois, si on fait abstraction de tout le reste, Proudhon était pour l'organisation du travail, ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc, il trouvait tout à fait normal qu'autant il trouvait anormal que des députés puissent être représentés la nation, quelle nation, à un moment donné, autant il trouvait tout à fait normal que des individus d'une corporation puissent discuter avec d'autres de l'organisation du travail. Mais je vous signale que ça s'appelle l'anarcho-syndicalisme. C'est-à-dire que dès qu'on met en avant le mot corporation, oh, ça fait mauvais. Vous utilisez le mot syndicat. Hein. Oui, mais c'est exactement la même chose, je tiens quand même à le dire. Donc là, comme les fascistes ont monté des organisations, des conseils, des corporations, etc., mais que grand bien leur fasse. Mais je veux dire, Proudhon, vous dites, c'est l'organisation syndicale des travailleurs, donc vous présentez les choses comme ça, donc ce n'est plus une collaboration de classe, parce que dans le cadre du fascisme, il y a toujours une collaboration de classe, ce qui est fondamental, et qui ne trouve pas chez l'anarchisme. Chez Proudhon, il y a indiscutablement une volonté de ne pas alimenter la guerre civile. Mais il n'y a pas de collaboration entre guillemets de classe, telle que peuvent l'entendre les modèles historiques fascistes ou fascisants qui se sont mis en place. J'y peux rien. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de laisser les capitalistes discuter sur un pied plus ou moins d'égalité avec les travailleurs, pour qu'ils choisissent le meilleur moyen de résoudre la question. Pour Proudhon, il faut que tous les travailleurs se garantissent entre eux des conditions de travail qui permettent de pouvoir bénéficier de la totalité de leur travail, ce qui n'implique pas l'existence de capitalistes et de bénéfices capitalistes. Et la seule chose qui se limite à faire, c'est de dire aux classes moyennes, venez rejoindre le prolétariat, parce que sinon, vous risquez d'être, vous, les premiers perdants. Et je pense que de ce point de vue-là, il avait 100%. C'est le meilleur moyen d'empêcher le fascisme, et non pas de légitimer le fascisme. Mais les bourgeois, enfin les classes moyennes qui allaient rejoindre le prolétariat, ce n'était pas pour rester des représentants à part. Ça, c'est dans la vision corporatiste. C'était au contraire pour mettre en avant leur dimension de travailleurs qui échangeaient leurs produits, leur savoir-faire, leur production, exactement sur les mêmes bases égalitaires que les autres travailleurs. Et là aussi, il y a un gouffre. Hein. J'ai beau prendre au sérieux la dimension révolutionnaire du fascisme. Bon, je peux en parler, hein, si je me suis un peu intéressé aussi à ce genre de questions, mais là, il y a quand même des clivages. Par la mauvaise foi, je veux dire, il n'y a rien. Donc, là-dessus aussi, il n'y a rien de véritablement, comment dirais-je, substantiel. Tu avais parlé encore d'autre chose par rapport à Proudhon. Non, là je faisais juste le lien entre le mutualisme et le corporatisme, voilà. En fait. Non, il n'y a aucun lien, puisque dans la perspective, donc, comme je dis, proudhonienne, il s'agit de supprimer le capitalisme, et non pas de le réglementer. Ce qui est quand même une des dimensions de toutes les tentatives corporatives. Et alors donc, c'est cette instrumentalisation, si vous voulez, de Proudhon, qui refuse la guerre civile. Mais qui refuse la guerre civile, qui voudrait refuser la guerre civile. Donc il y a une ambiguïté chez Proudhon. Mais qui est prêt à assumer son statut de sans-culotte si on s'attaque à la classe ouvrière. Et donc tout ça, je ne dis pas que c'est
compliqué, subtil, mais ce n'est pas quelque chose, si vous voulez, qu'on peut expliquer ou mettre dans une case, athée, pas athée, oui, ce genre de choses. Et donc c'est parce qu'il y a cette richesse chez Proudhon, et tous ces possibles développements, et c'est même la difficulté de bien comprendre où est-ce qu'il voulait en venir, quand, comment, à quelle époque, que donc il a été utilisé par l'extrême droite, mais pas autant que ça. En fait, Proudhon a été beaucoup plus utilisé par les républicains, juste milieu, que par l'extrême droite. D'ailleurs, ce qui faisait hurler aussi les militants de l'Action française de l'époque. C'est-à-dire que si on veut vraiment se faire l'avocat du diable, il y a une récupération de Proudhon, faite par les modérés, les républicains, les justes milieux, qui est beaucoup plus importante et beaucoup plus discrète que les quelques opuscules du cercle Proudhon ou telle brochure totalement anonyme que personne ne connaît, n'a jamais connue, n'a jamais lue. Vous voyez ? Il faudrait un jour qu'on se penche sérieusement sur cette question, la récupération par tous les créateurs, les fondateurs de la République opportuniste en France, ils étaient tous plus ou moins imprégnés des thèses de Proudhon. Et dans Proudhon, modéré. Ce n'était pas la même lecture de Bakounine, et encore moins la lecture des disciples de Maurras, qui en tout cas parmi toutes est celle qui a le moins de prise. Voilà. Mais comment expliquer ce colloque qu'il y a eu de l'association Éléments, qui a fait venir Michel Onfray, un ancien anarchiste, et le cercle, la société Proudhon, c'est pas le cercle, la société Proudhon qui est allée, et bon, j'ai revu la société Proudhon, il y a eu une brisure entre une femme qui est seule maintenant, qui la soutenait, et puis un copain espagnol qui était de Tours, et il y a eu un clash, là, alors qu'on était revenus tous les trois en train de Caen. Bon. Et ça, j'ai pas compris, moi, c'est pour ça que moi, je vais défendre la société Proudhon, qui n'est pour rien dans ce colloque. Bon. Oui, mais qui j'ai est fait allé partie pendant des très très nombreuses années de la société Proudhon. Je ne fais plus partie de la société Proudhon, mais pas du tout à cause de ça. C'était bien avant, pour des raisons d'ordre personnel, méthodologique, historique, etc., mais qui n'ont rien à voir par rapport à ça. Non, ce qui s'est passé, c'est tout simplement une personne que tu mentionnes, qu'à mon avis, n'a aucun sens politique, et que accepté de servir de caution proudhonienne à un colloque qui n'engage que les personnes qui ont participé. Voilà. C'est-à-dire qu'il faut bien voir que dans une perspective libertaire, anarchiste, c'est bon veut, les individus font ce qu'ils veulent de ce point de vue-là. C'est-à-dire que si quelqu'un comme Michel Onfray, qui n'a plus aucune forme de crédibilité nulle part, il a envie de perdre encore le peu de crédibilité qu'il avait, mais moi je lui donne ma bénédiction. Parce qu'en plus, à partir du moment où on ne m'oblige pas à lire les ouvrages de Michel Onfray, ou alors de les enseigner, ou des choses comme ça, cet individu, il est libre de faire ce qu'il veut, avec ce qu'il veut. Cette dame, que je connais depuis la fin des années 80, bon, si cette dame, tout d'un coup, a l'impression de pouvoir jouer un rôle, ou de se sentir valorisée, parce qu'elle participe à un colloque avec des fachos et avec Michel Onfray, mais grand bien lui fasse. Ce qu'il ne fallait pas qu'elle fasse, c'est de laisser dire qu'elle a engagé la société Proudhon. C'est tout. Et donc, moi je peux dire que de ce point de vue-là, la société Proudhon n'a récolté que le caractère un peu superficiel de sa manière de procéder. Mais en tout cas, tout cela ne saurait en aucune manière engager ni la société Proudhon en tant que telle, qui est quand même à préciser, passé, présent ou futur, même si je ne fais pas partie, et encore moins engager le malheureux Proudhon. C'est des tentatives. Bon, par contre, je suis comme toi, je suis quand même étonné de la facilité avec laquelle des personnes, je passe à la télé,
on vous filme, et donc on est disposé à pratiquement tout faire, juste pour avoir 30 secondes de notoriété, pour résister. Est-ce que je peux exprimer un désaccord sur un truc que tu as dit peut-être dès le début, tu as parlé d'utopie. Moi, je ne suis pas du tout un fan de l'utopie et je ne vois pas vraiment l'anarchie comme une utopie. Enfin, en tout cas, je suis à peu près convaincu que la société idéale ou d'abondance, etc., on n'y arrivera jamais, et deux, même si on y arrive, ça ne sera pas nécessairement stable. Donc, je veux dire, sur deux points. Le premier, c'est que, en fait, même si on regarde par rapport à l'époque des premiers théoriciens de l'anarchisme, on s'est aperçu qu'il y a tout un tas de pouvoirs, d'autorité, d'oppression qu'ils n'avaient pas vu, voire qu'ils avaient refusé de voir, qu'on a vu depuis, qu'on a identifié depuis. La question du féminisme est probablement la plus évidente, mais il y en a probablement d'autres à venir qu'on n'a pas vues, j'imagine. Et d'autre part, là il y avait le livre de Fabry, enfin sur Fabry, dans mes souvenirs, Fabry quelque part, il écrit que notre but c'est de faire une révolution la plus libertaire possible. C'est-à-dire que ce ne sera pas la révolution libertaire, mais c'est un processus qui ne se termine jamais, et un processus aussi qui peut reculer. C'est-à-dire que l'autoritarisme, la volonté de pouvoir, toutes ces choses-là, elles sortent pas de... Enfin, elles existent profondément, et il n'y a aucune raison de penser qu'un jour elles vont disparaître, simplement parce qu'il y a plein de gens qui ont des tas de belles pratiques. Et donc, en fait, à quel moment j'ai réalisé ça? C'est au moment où tu as dit... évidemment, le jour où il y aura, ce qu'on peut espérer, c'est qu'un jour il n'y ait plus du tout de fédération anarchiste, qui m'a évidemment fait bondir, et ça c'était fait court. Mais je pense que justement, l'intérêt des groupes, des organisations, des mouvements anarchistes, c'est que même si un jour on est sur une société d'après la Révolution, il y aura toujours des besoins, de lutter contre les tentatives de reprise de pouvoir. Ça, moi j'y crois énormément. Ce sera peut-être plus exactement le même rôle que le rôle qu'elles ont actuellement. Deux, certainement aussi de voir où on en est par rapport aux diverses formes de pouvoir qu'on n'avait peut-être pas imaginées avant la Révolution et qui peuvent apparaître un peu plus évidemment, un peu plus clairement après. Alors, je suis 100% d'accord avec toi. Merci. Le problème, c'est que je n'ai pas abordé ces aspects ou d'autres, hein, parce que ce n'était pas du tout de la réunion. Alors, je voudrais juste préciser, par rapport à l'utopie. J'utilise l'utopie, ou les imaginaires utopiques, pour les opposer aux imaginaires eschatologiques, donc à la religion. Voilà. Ce n'est pas du tout pour dire que l'anarchisme, c'est une utopie. En plus, quand on parle d'imaginaire utopique, il y a toutes sortes d'imaginaires utopiques. Et ce n'est pas forcément une utopie achevée, statique. Mais il peut y avoir aussi des utopies, entre guillemets, dynamiques. Bon. Et c'est juste parce que c'est pour expliquer comment, au même moment, il y a la dernière manifestation d'une pensée religieuse et la première manifestation d'une pensée laïque, en gros. C'est juste hein, pour ça. Et ensuite, la forme utopique, qui est assumée au XVIIIe siècle, c'est bien évidemment parce que on est encore dans la phase où on pense que le changement social radical n'est pas possible. À partir du moment où le changement social est possible, on n'a plus aucune raison de le penser sous une forme d'un roman, quoique quelqu'un comme Cabet, par exemple, ou même quelqu'un comme des amis, propose des utopies. C'est-à-dire qu'ils continuent à utiliser le procédé littéraire, mais pour présenter leur programme. Fourier, c'est pas ça. C'est pas ça. Et d'autres socialistes, encore moins. C'est-à-dire qu'ils présentent leur programme, et le programme vers une société meilleure, fondée sur la justice, etc.
Alors, par rapport à ça, moi je suis d'autant plus d'accord avec toi, c'est que si je suis proudhonien, je me définis comme étant proudhonien, parce que je pense que chez Proudhon, on ne conçoit pas l'anarchisme comme un état, mais comme une situation qui est inévitablement conflictuelle, c'est-à-dire comme une situation de fait à un moment donné, et non pas comme un aboutissement. Ça pour moi c'est fondamental. Le fait de penser qu'on est entré dans la fin de l'histoire, si vous voulez, c'est une erreur gravissime. Et de toute manière, il n'y a pas une société anarchiste, il peut y avoir des dizaines de manières différentes de concevoir une société anarchiste. Et en plus, non, mais indépendamment de ça, indépendamment disons, de la diversité des individus, parce que ça dépend aussi des conditions historiques ou autres, mais surtout, essayer de penser que dans une société anarchiste, il n'y ait plus de conflit. Pour moi, c'est ça l'erreur capitale. Parce que le conflit, il restera. Seulement, le conflit va être canalisé. Il va être, disons, géré d'une autre manière. Mais prétendre de supprimer toute forme de conflit, c'est véritablement une erreur. D'autant plus qu'il pourra y avoir d'autres formes, effectivement, de conflit qui vont se manifester. Alors, moi, quand je faisais mes interventions là-dessus, je donnais toujours comme exemple de regarder le problème du sexisme. Je disais, mais dans une société anarchiste, il va y avoir des formes de déviance qui sont aujourd'hui acceptées, qui ne le seront absolument plus. Par exemple, aborder une fille dans la rue, ou des choses comme ça. J'ai dit, cet exemple, je l'ai donné, mais ou avoir tenir des propos homophobes, etc. C'est un exemple que j'ai donné je ne sais pas combien de fois. Quand à chaque fois que j'ai eu l'occasion de présenter ça, et depuis 2 ans, la société telle qu'elle est a rattrapé mes propos. C'est-à-dire que ceux qui n'étaient pas considérés comme étant des formes de déviance le sont devenus. On peut ensuite dire heureusement. Et donc ce qui était l'objectif intolérable dans une société anarchiste est devenu, en tout cas formellement, un objectif, quelque chose d'intolérable, y compris dans la situation actuelle. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, de ce point de vue-là, prétendre qu'on a résolu tout problème de déviance, de société pacifiée, etc., ça c'est véritablement une approche utopique qu'il faut rejeter. C'est-à-dire qu'on peut se fixer comme cadre le refus de la domination de l'exploitation, mais il y a toute forme de domination et toute forme d'exploitation qui peuvent ressurgir sur les ruines de l'ancien. Et là, je veux dire, et donc c'est pour ça l'anarchisme, il faut l'envisager comme une méthode de résolution des conflits, et non pas comme un état figé à un moment donné. Pour moi, c'est essentiel, ça. Donc je fais de la surenchère par rapport à ce que vient de dire le copain. Alors, je peux te poser une question, mais c'est un peu plus. On avance dans l'histoire de l'anarchie. Si, peut-être c'est. Est-ce que pour toi, Séverino Di Giovanni, Séverino Di Giovanni c'est un anarchiste, un opiateur italien qui était fusillé Ah oui, je rigole. Qui était fusillé en Argentine. Pour toi, Séverino Di Giovanni c'est un héritier de Bono ou pas? Je sais parce que je suis anarchiste et je suis argentin et dans les milieux anarchistes argentins, Séverino Di Giovanni est très présent. Malheureusement. Pour ou contre, mais qui est présent. Je ne dis pas malheureusement, il est. Toujours, il y a la lecture de l'historien, Voilà. et la lecture de militant. Ah oui, émotionnel. Le militant, il me dit qu'il y a une catastrophe. Je suis historien, mais je n'ai pas grand-chose à dire parce que je connais pas bien. J'ai lu le livre d'Oscar Bayer. Bayer.
on voulait même le publier en français aux éditions. Je sais pas, il est publié en français, je sais pas. Si, mais j'ai même eu le manuscrit traduit en français, enfin pour dire, bon, il y avait quand même un intérêt par rapport à ça. Je me rappelle plus, parce que ça remonte à il y a plus de, presque il y a 30 ans. Ah bon. Et donc, ce n'est pas bien. Par contre, ce que je puis voir par rapport à la critique qu'a fait à Pas de Saint-Pierre. Ah bah, ça bien, oui, oui. Et ce que je peux savoir, moi j'ai fait une thèse sur l'individualisme anarchiste. J'ai fait une thèse sur l'individualisme anarchiste. Donc je connais très bien le cas de figure français. Et donc à partir de là, je peux un peu deviner. Je pense que c'est dans le meilleur des cas, c'est du gâchis. Voilà. Il y a un héritage entre les deux, entre Bono et Giovanni, c'est un amitié. Non, disons qu'il y a un courant illégaliste. Il fait partie d'un courant. Voilà. Qui indiscutablement existait au sein de l'anarchisme et qui a fait, à mon avis, énormément de dégâts. Même s'il y a des personnes admirables. Quelqu'un comme Pigny, quelqu'un comme Duval, c'était des gens admirables. Bono, non. Enfin, voilà, quand je dis admirable, il y a des gens qui y croyaient vraiment. Ils ont fait des erreurs, mais... Moi j'ai beaucoup de respect pour Giovanni. Voilà. Alors, par contre, là où je ne peux pas me prononcer sur Severino Giovanni, c'est que je ne me connais pas. Franchement, c'est une limite dans mes connaissances. Donc je ne sais pas si c'était quelqu'un... Moi je lis les bouquins des Maya. Est-ce que tu veux boire un verre de cidre, un verre de jus de pomme, un Alors, jus d'orange? s'il n'y a pas d'alcool, je vais bien le cidre. Voilà, comment tu vois ça? C'est à 5%. Du cidre sans alcool, c'est juste pas. Parce que je vais avoir la voiture. D'accord. Bah, un verre, ça va. Non, Après, non. d'accord, très bien. Non, je te disais que j'ai lu les bouquins de Oval de Valle. Et Oval de Valle, pour moi, il ne va pas jusqu'au fond de l'idéologie Non, c'est de la assez Terre. Voilà, c'est superficiel. ça aussi. Moi, je pense que Giovanni était un personnage qui a beaucoup à découvrir de lui, pour au compte, tu vois, son action. Il y avait les Giovanni militants et les Giovanni dans l'action aussi. Les deux choses étaient liées, mais je pense que, moi je ne connais pas très bien Bono, mais pour moi, ce sont deux choses complètement différentes, Giovanni et Bono. Parce qu'en plus, Bono, c'est pas la personne la plus intéressante de ce qu'on appelle la bande à Bono. En fait, c'est la bande à Bono qui n'a jamais existé. Je ne vais pas parler en mangeant. Hein. Et On ne peut pas parler en mangeant. malheureusement, Ouais, pardon. On le règle au travers. donc, si tu veux, c'est pas la